Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J.Ramingo, notre chaîne officielle de l'engagement, à ceux qui sont connectés sur la page Ramingono, tout en vous rappelant que lorsque vous constatez beaucoup de difficultés comme justement samedi dernier avec le son ou parfois une coupure, partez toujours sur la chaîne YouTube. Je vous ai dit, l'abonnement est gratuit, il suffit d'un clic, il suffit juste d'aller chercher J en majuscule, un petit point, puis Rémi, R-E-M-Y en majuscule, et puis un peu plus loin, Ngono, N-G-O-N-O, voilà, chaîne officielle de l'engagement. Et une chose est sûre, vous n'aurez pas souvent, parfois, ces difficultés que vous rencontrez par rapport à ceux qui nous persécutent, à ceux qui sont décidés à nous la faire boucler, mais qui, malheureusement, n'y parviennent pas grâce à notre témérité et surtout aussi à votre engagement à protéger souvent le direct. Salut à tout le bataillon des Fourmis Magnan, sans pour autant oublier les lecteurs du journal panafricain www.koufran.com. Et comme premier message, 7 jours, n'oubliez pas d'aller chez nos partenaires, ceux-là que nous essayons de soutenir dans le projet de faire briller l'Afrique à travers le monde et surtout les produits issus de notre continent, terre de l'humanité, ou encore tous ceux-là qui sont des grands entrepreneurs et qui s'intéressent à ce continent-là. Donc, vous allez tout simplement vous abonner à www.psao-6 salonvirtuel.com, salon salonvirtuel.com, pour ce salon qui va vous permettre non seulement de rencontrer d'autres hommes d'affaires à travers le monde, mais surtout de pouvoir vanter vos mérites ou une idée géniale que vous avez, ou encore de trouver des distributeurs qui peuvent écouler votre marchandise à travers le monde entier. Ce sera donc un salon qui va se réaliser par networking. Donc, quand vous soyez dans n'importe quel coin, ne vous posez pas de questions que est-ce que j'aurai le visa? Non, pas besoin de vous déplacer. Eh bien, il suffit tout simplement de vous abonner et puis vous avez le monde entier à votre portée. Ceci étant, mesdames et messieurs, ouvrons le demi-dossier qui est l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. Et pour ce jeudi soir, nous allons commencer par un carnet noir pour justement essayer de venir exprimer notre solidarité avec envers une grande personnalité qui est actuellement en train de pleurer son épouse. Maître Akere Mouna a donc perdu son épouse dimanche. Beverly, c'était son prénom. Bird Mouna avait déjà passé pratiquement toute sa vie avec Akere Mouna, 43 ans de mariage. Et cette dame a beaucoup souffert aux États-Unis, où elle a été victime d'un cancer, a été sérieusement rongée, a subi beaucoup d'opérations, en a souffert énormément, tout comme son mari, le grand frère Akere Mouna, qui a été véritablement touché et à qui nous souhaitons des condoléances les plus attristées, d'autant plus que c'est une série qui se poursuit pour l'ancien bâtonnier et ancien candidat à l'élection présidentielle.
En un laps de temps, disais-je, en rendant hommage à cette dame, M. Akelemuna a perdu des sommités dans cette famille qui méritent un pesant de respect. Ses grands frères sont partis et il y a encore quelques mois, il était en train d'enterrer un autre de ses frères, un autre grand homme de droit, ancien procureur au Rwanda, au tribunal contre les génocides. C'est difficile parce que toutes ces personnalités, je les connais, je les ai fréquentées, je connais leur humanisme et c'est un véritable poignard également dans mon cœur. Akelemuna est dans une série terrible, comme je le disais, que ce soit son frère qui était médecin ou encore celui qui était procureur au Rwanda et qui d'ailleurs était l'un des piliers du SDF. Voilà encore que son âme sœur vient de lui quitter après avoir longtemps souffert. Et surtout, cette année, comme lui-même le dit, c'est ce qu'il qualifie de annus horribilis, dans la mesure où, au mois de août, tout simplement, Akelemuna perdait déjà son beau-frère, justement le frère de son épouse, qui s'en est allé, un autre grand intellectuel qui dirigeait la Brandhouse School aux États-Unis. Et peu de temps après, il y a juste encore quelques mois, c'était son beau-père, ancien Premier ministre, c'est-à-dire que le père de son épouse, qui lui aussi est décédé, c'était aussi une autre grande personnalité, puisque c'était l'ancien Premier ministre d'Antigua. Nous prions le Seigneur, parce que nous le savons pieux, Akelemuna, qu'il puisse l'aider à supporter cette douleur. Et bien sûr, la levée de corps aura lieu le 17 décembre 2021 aux États-Unis, où il se trouve en ce moment même. Courage, grand homme, courage, cher ami, courage, maître Akelemuna. Bien sûr que ce n'est pas le seul malheur que nous avons, dans la mesure où chacun d'entre nous a pu voir des images du Cameroun, de l'extrême nord. Ça ressemble à un film d'horreur. On ne croirait pas que ça se passe à côté de nous. Des maisons en flammes, ce n'est pas une mise en scène. C'est la réalité. Des hommes se lançant des flèches, se coupant avec des machettes, brisant tout, cassant tout. Oui, ça se passe bel et bien à Koussiri. Des images qu'on a de la peine à pouvoir regarder. Des scènes qu'on a de la peine à pouvoir regarder et même partager. Ce qui se passe actuellement à l'extrême nord du Cameroun est tout simplement de la haute barbarie.
Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécu dans la barbarie, on croyait que cet hymne n'était pas parti. Mais malheureusement, le refrain a été remasterisé, modernisé, huilé, et aujourd'hui, le peuple camerounais qui vivait dans la fraternité est plus que jamais au bord du gouffre. Ça vient de partout. Les communautés ne se supportent plus. Les guerres ne font que se développer de coin en recoin. Je l'avais malheureusement prédit et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais pas seulement aujourd'hui, puisque c'est aussi ça le renouveau avec le régime Biya. Depuis l'indépendance du Cameroun, on n'avait pas vu de telles scènes. On avait certes connu la guerre entre les colons et les nationalistes, mais on n'avait pas vu les Camerounais s'entretuer ainsi. À qui la faute? Avant d'y arriver, essayons de reposer d'abord des choses pour mieux expliquer à ceux peut-être qui n'ont pas suivi la genèse des faits. Depuis dimanche dernier donc, il y a deux communautés qui sont en guerre dans le département du Logone-Chari, qui est l'un des départements de l'extrême nord. Il s'agit donc des Arabes Choua et puis des Mousgoum. Il est difficile de déterminer la cause exacte ou bien l'incendie ou bien l'étincelle qui a créé l'incendie. Mais toujours est-il que selon les témoignages recueillis sur le terrain, où tout est en train de se brûler, de brûler en ce moment, eh bien, il s'agirait une fois de plus d'un problème foncier, d'un problème d'eau, le même problème qui, malheureusement, provoque des guerres actuellement partout dans l'extrême nord. Les autorités auraient été vigilantes que ce qui est en train de se passer ne serait pas en train de se réaliser. Mais depuis dimanche, les autorités camerounaises sont restées bras croisés, regardant comme un film d'horreur qui passe également à la télé. Dimanche, on dénombrait déjà 19 morts selon les autorités locales et plusieurs blessés. Et puis des secours devaient arriver de l'autre côté de N'Djamena. Heureusement, les autorités de N'Djamena ont dû bloquer le pont d'Engeli qui rallie les deux villes pour qu'on n'arrive pas à une guerre totale. Mais toujours est-il que la guerre qui avait déclenché, ou alors les flèches, les machettes qui avaient lancé le bal de l'autre côté du Logone Béni, ont eu à s'étendre jusqu'à Koussiri. Et à Koussiri, on a donc vu le marché central prendre feu.
Plusieurs maisons ont également été incendiées. Et à l'instant, on annonce d'ailleurs que l'un des rares techniciens ou alors spécialistes en santé de cette ville, sa maison est aussi actuellement avalée par des flammes. Lundi, ça s'est poursuivi. Mardi, ça s'est poursuivi. Mercredi, on était déjà presque à plus de 50 morts et plusieurs blessés. Personne ne peut déterminer à pareille heure le bilan exact. Toujours est-il que c'est à partir des autorités du Tchad, et plus précisément le président Mahamat Déby, qu'on a entendu le cri de détresse à la communauté internationale, annonçant que les Camerounais en fuite dans le Logon-et-Chéri ou à Kousseri avaient envahi l'est du Tchad, le nord-est du Tchad, et étaient au nombre de 30 000. 30 000 Camerounais. Et ce qui est beaucoup plus étrange, c'est qu'il a souligné pour venir au Tchad, havre de la paix. Il lançait ainsi l'appel à la communauté internationale de venir en aide pour qu'on puisse s'occuper de ces populations. On a vu des bébés, des mamans, des handicapés traverser à travers des pirogues pour regagner le Tchad. Qui l'eût cru? Partout en Afrique, là où il y avait un conflit, eh bien on cherchait plutôt à venir se réfugier au Cameroun. Mais aujourd'hui, la population du nord-ouest et du sud-ouest court vers le Nigeria ou court ailleurs, c'est de l'extrême nord, court vers le Tchad. Le Cameroun est en train de traverser une période de turbulence incroyable sous le silence, macabre, complice des autorités. En toutes circonstances, lorsqu'il y a de tels événements dans un pays, on entend le chef du gouvernement et surtout le chef de l'État prendre la parole pour rassurer les populations, pour prendre des mesures. Mais qu'a-t-on vu? On apprend plutôt que c'est le gouverneur qui devrait repartir vers ces zones-là, sans nombre probablement, vendredi, quand tout le monde serait déjà mort, enterré, ou se serait déjà enfui. Le prophète y est arrivé, bras ballants comme d'habitude, et bien sûr, pour ne proposer rien du tout. Comme d'habitude, le gouvernement camerounais est cette espèce de médecin qui arrive toujours après la mort, ou alors qui propose le paracétamol en guise de traitement contre le cancer. Le cancer est grand, et les autorités camerounaises font semblant de l'ignorer, puisque elles sont à l'origine de toutes ces guerres fratricides qui sont en train de tourmenter le Cameroun. Les guerres communautaires, on n'en connaissait pas au temps de l'ancien président. La seule guerre de Kousseri qu'on connaît, c'était justement le 22 avril 1900. À cette époque-là, ce n'était pas les populations, les communautés contre les communautés. C'était une guerre coloniale où finalement les populations locales étaient soudées les unes avec les autres et qui bataillaient contre l'ennemi commun. Et d'ailleurs, cette guerre, qui du côté français avait fait 28 morts, avait dû faire au moins 1000 morts du côté des habitants de Kousseri. Ils étaient unis. Vint alors
le régime du renouveau, qui, premier acte, divisa le Grand Nord. Ainsi, on allait bâtir l'extrême nord comme la fille aînée du renouveau. On avait divisé le Grand Nord en trois. Et dans les communautés, on avait aussi fait un effort de diviser ces communautés-là selon, bien sûr, la formule de Niccolò Machiavelli, qui d'ailleurs est le livre des chevets de l'homme du renouveau de Paul Fantomas, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Les Mousgoum et les Arabes chouas ont donc été divisés comme exactement le Grand Nord. Et, profitant de ces divisions, le renouveau a installé le feu. Puisque, rappelez-vous, je le disais déjà dans un live ici, le symbole du RDPC, c'est le feu. Alors que le soleil était le symbole de l'UNC, le parti d'Amad Ouattara. Aujourd'hui, le Cameroun est en feu, brûle partout. C'est le sang, c'est l'enfer. Parce que le symbole du feu, c'est justement l'enfer. L'extrême nord est devenu un enfer sur terre. Et on va juste dire que non, ce sont les Mousgoum ou ce sont les Arabes chouas qui se détestent depuis fort longtemps et ne peuvent plus vivre en communauté. Mais qui est venu mettre dans la Constitution de 96 les mots autochtones allogènes? C'était le régime du renouveau. C'est ce régime-là qui a divisé les communautés. C'est ce régime-là qui a montré que tel peut être autochtone et tel autre peut être allogène et du coup est dangereux pour l'autre. Mais au-delà de ça, ce régime a appauvri les populations. Allez voir ce qui se passe dans l'extrême nord et plus particulièrement à Koussiri. Ce sont des guerres de misère. Parce que parfois on se bagarre pour une goutte d'eau. Parce qu'il n'y en a plus. Parce que là-bas, il y a de la famine. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des bergers, ils ont perdu leur troupeau. Lorsqu'on parle des pêcheurs, parfois ils ne trouvent pas de poissons. Parce que c'est leur activité. Mais malheureusement, ils vivent dans des conditions terribles qui peuvent être soit les inondations, soit la sécheresse. Avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, Koussiri, même à l'époque coloniale, était une ville exemplaire. On pourrait même dire que beaucoup s'inspiraient de cette ville-là, puisque justement, en 1956, lorsque Koussiri, qui s'appelait alors Fort Fouro à l'époque, et N'Djamena s'appelait Fort Lami, eh bien, était encore administré, c'était sous l'administration franco-britannique. Et celui qui était là-bas, c'était Jérusalemi, qui d'ailleurs dirigeait cette ville, qui n'avait pas beaucoup de personnes. On avait, en tout et pour tout, 1269 habitants. Mais à cette époque-là, entre 56 et 59, on avait fait un effort d'installer ce qu'on appelait une régie électrique qui était constituée de deux groupes électrogènes et qui électrifiaient. Il y avait de l'eau. Donc les populations ne pouvaient pas bagarrer
D'autant plus que tout était réglementé par la SPA. Ou bien plutôt la SAP, la Société africaine de prévoyance. Quand le Cameroun acquiert son indépendance et que Amadou Ahidjo arrive au pouvoir, il va donc installer, il va créer en 1974 la SONEL. Et à cette époque-là, Kousseri, qui attirait déjà un peu de gens de partout, qui étaient exemplaires, eh bien, Ahidjo va comprendre qu'il faut remettre encore cette ville sur des rails et va installer une centrale. La centrale électrique qui va permettre à Kousseri d'être éclairé. À cette époque, Kousseri a 11 625 habitants. Kousseri n'avait pas de problème communautaire. Kousseri attirait et tout le monde y venait. D'autant plus que c'est presque un marché commun entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Donc un véritable carrefour. Mais aujourd'hui, qu'est Kousseri? Kousseri, il manque de l'eau, il manque de l'électricité comme exactement tout le Grand Nord. Qu'est-ce que le régime du renouveau a fait là-bas? Rien, absolument. En 2012, le président Biya se déplace parce qu'il y a eu de grandes inondations à Kousseri, à l'extrême nord. Et selon le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires au Tchad, on va dénombrer 64 morts. Et également aussi, on va trouver que suite à ces inondations-là, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites. Paul Biya va promettre aux populations qu'il va construire une digue route pour permettre à ce qu'il n'y ait plus des inondations, qu'il n'y ait plus de problème de l'eau. Parce que quand il y a des inondations, eh bien, toutes les communes, tous les villages sont sous l'eau. Et il promet cela en 2012 en précisant que ce barrage digue aura une longueur de 330 km de long. Tout le monde applaudit. Il rentre à Yaoundé. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes jusqu'en 2021. Rien, absolument rien n'a été construit. En 2018, Brice le Petita, il va faire la grande campagne prenant toujours des nordistes et particulièrement ceux de l'extrême nord comme des moutons. Il va faire des promesses qu'aucune n'a été tenue. En 2019, juste après son élection présidentielle, il y aura encore des inondations. Et quand il y a des inondations, les populations sont obligées de quitter là où il y a de l'eau pour aller s'installer dans d'autres villages. Voilà là où il y a des problèmes. En 2020, justement, on va encore assister à d'autres inondations terribles qui vont justement faire 160 000 personnes sans abri. Je vous signale que Kousseri aujourd'hui, qui est le chef-lieu du Logonéchari, compte 205 000 habitants. Donc il y a eu des inondations et 160 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU
OCHA. Et ce bureau précise que les populations de ces endroits-là qui vivent d'élevage ou de pêche sont dans la galère puisque le bétail, ils en ont perdu dans les inondations. 120 000 bêtes ont été tuées. On demande donc au régime du renouveau que essayer d'aider ces populations qui sont dans le désarroi. L'eau était partout. Les maisons cassées. Mais le régime du renouveau n'a rien fait. Voilà l'origine de ces malheurs. L'État du Cameroun est incapable de s'occuper des populations en détresse. Alors que dans tout pays, lorsqu'il y a inondation ou sécheresse, l'État se doit justement d'assurer ses missions régaliennes, protéger ses populations. Mais à Kousséri, on a plutôt vu des associations étrangères, telles que Solidarité Internationale, une association française, qui est arrivée pour s'occuper de ces populations en véritable détresse. Et ils ne peuvent pas tout faire puisqu'ils distribuent les kits de santé, ils distribuent un peu de nourriture, et puis ils ne peuvent pas le faire pour tout le monde. Bien que dans les deux communes de Sina et Djilogon-Birni, on dénombre à peu près 5 villages qui sont sous l'eau, qui ont été sous l'eau, dans l'eau, où tout est parti. Mais cette association, tout comme la Croix-Rouge, qui s'y trouve, ne peuvent pas tout faire. Demandent de l'aide au gouvernement camerounais, mais rien. Et ils ont donc uniquement choisi à peine 500 foyers, c'est-à-dire que dans 9 villages, sur plus de 100 villages. Et là, c'est pour aider les femmes enceintes, c'est pour aider les handicapés, c'est pour aider les veuves. Juste pour la survie. Et pendant ce temps, il faut savoir que les Arabes chouas, eux par exemple, c'est des éleveurs. Et de l'autre côté, les Mouskoum, c'est des pêcheurs. Avec, malheureusement, les inondations, eh bien, l'eau, non seulement à boire manque, mais au-delà de ça, comme j'ai dit, les bêtes meurent et c'est le désarroi total. Les populations sont donc obligées de s'entasser sur des lieux communs où parfois c'est un puits qui devient un instrument ou alors une source de survie pour tout le monde. Et là, peut-être quand on y va avec des animaux, les autres ne sont pas contents. Et c'est comme ça que déclenche la guerre. Il ne suffit donc pas d'envoyer le gouverneur, d'envoyer le préfet, le sous-préfet, le maire. Mais juste sortir ces populations de la misère. Construire des digues. Puisque après les inondations, ces populations sont parfois obligées de se déplacer à plus de 1000 kilomètres pour aller pêcher, faire de la pêche, nourrir leur population. Mesdames et messieurs, est-ce normal qu'au XXIe siècle, un pays qui était en voie de développement, comme le Cameroun, qu'on voit par exemple les enfants de Kousséri aller à l'école dans des pirogues. Est-ce normal que dans le Cameroun, on voit des populations de tout un département qui n'ont même pas de WC parce que les WC ont été cassés?
Les gens défèquent dans l'eau. Au XXIe siècle, à Kousseri, on souffre de toutes sortes d'infections, puis du paludisme, puis de la typhoïde, puis du choléra. Et qu'est-ce que le régime fait? Même l'éducation. Les enfants n'ont pas droit. Ce sont les populations qui se cotisent pour construire ici une petite salle de classe en paille. Et puis là, on prend peut-être 2 instituteurs qu'ils payent. L'année dernière, le taux de réussite au CPE était de 33%. Quel pays africain a un si bas taux de réussite au certificat d'études primaires? Et ces enfants font d'ailleurs des efforts surhumains pour pouvoir aller à l'école sous l'eau, sans manger et sans électricité. Kousseri, vous ai-je dit, en 56, le projet de 56-59 était déjà éclairé. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, tout comme dans le Grand Nord, il n'y a pas d'électricité pendant des jours, des semaines, des mois. Et qu'est-ce que Yaoundé a décidé? Puisque tant que Yaoundé respire au Cameroun, vite, disait-il. Ils avaient envoyé, il y a de cela quelques mois, ce qu'ils appelaient ou une énergie thermique au niveau du Grand Nord. Et qu'est-ce qu'on en a eu? À peu près 20 mégawatts. Donc 12 allaient déjà à Garoua, 8 en Gaoundéry. Tout Kousseri, n'était que d'1 mégawatt. Vous n'avez donc pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas à manger. Et puis, les petites gouttes d'eau qui peuvent être là lorsque les inondations finissent, eh bien, c'est la sécheresse qui arrive. Vous devez donc absolument faire la guerre. Et c'est qui est encore plus grave, parce que il faut savoir que des villages ou d'autres arrondissements ou d'autres communes, comme Sarasara, sont situés aux abords des fleuves Logone et Chari. Donc, ce sont des endroits où les populations vivent uniquement dans l'eau. Et dans les mois qui viennent, tous vont déménager pour aller chercher là où il y a un bout de terre. Et il y aura donc encore des guerres. Ce n'est pas la première fois. En juin dernier, n'y a-t-il pas eu une guerre entre les Arabes Chois et les Kotoko? On oublie ça. Il y a eu des morts. Et puis, le préfet est arrivé, le gouverneur est arrivé, ils ont dit on a tout calmé. Mais en août, toujours cette année, et plus exactement le 9 août, on a encore eu une véritable guerre entre les Arabes Chois et les Mouskoum. Toujours pour un petit point d'eau. Combien de morts y a-t-il eu? 15. Plusieurs blessés. Est-ce que l'État du Cameroun a songé un tout petit instant à aller installer là-bas, ne serait-ce que des châteaux d'eau, même 2 ou 3. Est-ce que l'État du Cameroun a songé à faire ne serait-ce qu'une digue que chaque année,
le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, en commençant par Paul Biya lui-même depuis 2012, qu'il promet à ces populations. Non. Ils veulent tout simplement leur voix. Et après cela, vous pouvez vous entretuer. Voilà où nous en sommes. Avec ce régime. Où on sait allumer le feu. Où il n'y a rien pour le développement et pour le bien-être des populations. Cette guerre que nous sommes en train de vivre n'est pas de la responsabilité des communautés. C'est de la responsabilité du gouvernement. Tout un chacun d'entre nous sait déjà que par l'effet du réchauffement climatique, il y a par exemple le lac Tchad qui est en train de tarir. Tout le monde sait que par le fait du réchauffement climatique, qu'il y a des inondations. Et tout le monde sait également aussi que par l'anarchie qui est au niveau des constructions, parce que le régime n'a jamais fait un plan démographique, eh bien, qu'on sera toujours dans des situations confuses. Et que dès que les populations se déplacent pour arriver là où d'autres sont déjà même étouffés, il y aura des guerres. Ce que nous sommes en train de voir ne va pas seulement se limiter à l'extrême nord. Ça va à chaque coin du Cameroun arriver. Parce que chaque fois que les populations se plaignent, jamais le régime n'a pris cela en considération. Jamais le régime n'est parti au chevet. Ils restent là. Ils s'attendent que tout pourrisse, que tout se calme, et on passe à autre chose. À l'est, le feu est en train de s'allumer. Au nord-ouest, tout est déjà gâté. À Akinotour, puisque même le Grand Nord n'est pas à l'abri, puisque enfin, le Nord n'est pas à l'abri, la Damawa n'est pas à l'abri, il ne restera plus peut-être que le Sud, chez Biya. D'ailleurs, on a vu des gens sortir déjà avec des boudins et des machettes. Qu'est-ce qu'on retiendra de ce régime? Les Camerounais vivaient dans la paix. Les Camerounais se supportaient. Les Camerounais s'aimaient. Les Camerounais étaient respectés. Et partout où ils arrivaient dans le monde entier, oui, on baissait la tête pour les saluer. Aujourd'hui, les Camerounais sont réduits à des pauvres réfugiés qui soit vivent en brousse, soit sous les arbres. Regardez les images qui nous viennent du Tchad. C'est indigne du peuple camerounais. L'Afrique en miniature, notre pays si riche, le cœur de l'Afrique centrale, qu'on se retrouve avec nos mères, nos frères, nos sœurs, sous les arbres, en Djamena, que le petit Mahamat Idriss Déby, s'occupe aujourd'hui de près de 50 000 Camerounais, puisque 30 000 viennent encore de partir. Ça doit nous faire avoir honte. Ça doit faire honte à ce régime satanique. Qu'est-ce que vous avez donc réussi? Vous avez dit que le Camerounais est indivisible. Ah bon? Les anglophones déjà, ils veulent partir. Les Arabes chouas sont en guerre contre les Mousgoum. En guerre contre les Kotoko. Les Douaras sont en guerre contre les Bamileke.
C'est ça que Biya nous aurait laissé. C'est ça son bilan. Rien ne vaut la paix. Il ne peut y avoir de paix sans développement. C'est le sous-développement qui provoque ces guerres. Kousseri est le reflet de la misère. Pourtant, Paul Biya l'avait baptisé l'extrême nord. Fille aînée du renouveau. Curieusement, l'extrême nord, sur toutes les régions, est la région la plus pauvre du Cameroun. Ça veut tout dire. Si votre fille aînée est très pauvre, cela veut dire que les autres seront donc dans quel état? Si même Haïti n'avait pas laissé ce qu'on voit actuellement là, qu'est-ce qu'il y aurait? Rien. Peut-être qu'on n'aurait même pas de palais. Qu'on n'aurait même pas de chaîne de télévision. Qu'on n'aurait pratiquement rien, même pas de ministère. Oui. Biya était capable de s'occuper de ses enfants. Et on l'appelle père de la nation. Voilà les enfants qu'il a adoptés. C'est de l'extrême nord qu'il a manipulé pour les opposer à ceux de la tribu d'Amagouayidjo. Qu'il a manipulé pour opposer au peuple, pour opposer à d'autres. Les voilà qui sont abandonnés. Il est où? A-t-on entendu même un plan spécial alors qu'on devrait, dans un gouvernement normal, adopter ce qu'on appelle un plan Marshall? Non. Et ils iront là-bas pour aller se filmer. Ils vont parler comme ça là, d'un mot creux vide. Et puis, ils vont repartir pour qu'une fois de plus, l'incendie recommence. Vous vous rendez compte? Le marché de Marois a déjà connu cet incendie en instant. Et il n'y a pas très longtemps, ce marché était incendié. 1 milliard de pertes. Des boutiques enfumées. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Alors que c'était les petits entrepreneurs qui étaient en pleurs. Mais non, personne n'a été dédommagé. Et même quand il y a incendie, vous vous rendez compte que tellement ces régions sont abandonnées, cette région est abandonnée à elle-même que c'est le Tchad qui vient au secours. Les pompiers du Tchad, c'est eux qui arrivent. Les pompiers du Cameroun, non. Ni véhicule, ni eau. C'est le Tchad qui traverse pour venir secourir le Grand Cameroun. C'est Paul Biya qui, en 2014, au perron de l'Élysée, plus exactement au mois de mai, était parti déclarer la guerre contre Boko Haram. Boko Haram s'est installé dans la région de l'extrême nord. La fille aînée du renouveau, Paul Biya a promis détruire Boko Haram. Où en sommes-nous? Et rien. Il n'est même jamais parti, ne serait-ce que pour secourir ou pour les conforter. Même les soldats qui sont là-bas. Le 6 mars 2015, on avait fait un montage avec une de ces photos s'inclinant devant les dépouilles des militaires qui avaient été tués là-bas. À l'extrême nord, ils étaient 37. Ils avaient publié ça sur le site de la présidence. Mais en faisant le check, on a découvert immédiatement que c'était faux. Que c'est Joseph André Sonlé, actuellement ministre de l'administration territoriale, qui avait monté ce faux-là pour faire croire qu'il aime tellement l'extrême nord et qu'il supporte les militaires qu'il est parti s'incliner devant les dépouilles.
chef des armées. Il a abandonné Maroua entre les mains de Boko Haram. Boko Haram s'est installé. C'est Boko Haram qui tue à Kosseri. C'est Boko Haram qui tue partout à l'extrême nord. Oui. Et quand les guerres communautaires éclatent, même quand ils arrivent au Mayo Dadaï, dans ce département-là, plus précisément, dans la gendarmerie de Maga, ils sont même chassés. Parce que les gendarmes eux-mêmes, ils ont peur de Boko Haram, ils ont peur de... Voilà mon pays. Voilà le pays de Bia. Voilà le pays qu'on nous vend. Voilà comment est-ce que les populations sont abandonnées à elles-mêmes et ne peuvent plus rien faire. Oui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de Maroua est tout simplement, ou de Kosseri, est tout simplement une honte. Ils sont là. La priorité des priorités, ce n'est pas d'aller aider ceux qui sont en difficulté. La priorité des priorités, pour eux, ce n'est pas de sauver ce côté du Cameroun. La priorité des priorités pour eux, c'est de surveiller Maurice Kamto. C'est lui l'ennemi public, ce n'est pas Boko Haram. C'est lui le plus grand terroriste. Dans de telles circonstances, le ministre de l'administration territoriale devait se déplacer immédiatement depuis dimanche pour aller à Kosseri, pour aller à l'extrême nord. Mais non. Il reçoit calmement les gouverneurs à Yaoundé. Il ne parle pas de ce qui se passe à l'extrême nord. Il dit que tout se porte bien. Et il préfère plutôt parler de la calme et menacer Maurice Kamto. Jeudi 9 décembre 2021, Atangandji, toujours dans ses délires, a préféré encore lancer d'autres pics contre Maurice Kamto en déclarant, je cite, un certain homme politique a déclaré à travers des médias qu'il était prêt pour la bagarre. Nous on dit que pour faire la bagarre, il faut avoir d'abord des mains et des pieds. Bref, voilà la déclaration de Atangandji, qui d'ailleurs poursuit que en dehors de ce qui a été fait, que puisque si lui il est en train de nous vendre du vent, nous on va lui envoyer de la tempête. Et s'il nous sert de la tempête, nous on va lui envoyer du tsunami. Voilà la guerre qu'il prépare. Atangandji est parti allumer la guerre dans le nord-ouest et au sud-ouest. Il a été incapable de finir cette guerre-là. Maintenant, il vient provoquer une autre guerre. Il vient faire une déclaration de guerre contre Maurice Kamto. C'est une provocation. Et je l'avais déjà dit. Puisque d'ailleurs, il dit que cette fois-ci, ils vont mettre le rouleau compresseur dans un état de droit contre un président de parti politique. Rouleau compresseur. Qu'est-ce que Kamto a fait? Qu'a-t-il dit? Il a tué qui? Kamto a juste déclaré
que la voie que nous avons choisie est la meilleure. C'est-à-dire, il voulait parler de la voie de la paix. Et il dit cependant, il a déclaré cependant, pour le paraphraser, que choisir la paix ne veut pas dire qu'on fuit la bagarre. Mais si jamais on nous impose la bagarre, eh bien, on va la faire. Et puis il a demandé à ce régime de libérer ses militants, ses sympathisants, et qu'il espérait qu'ils allaient passer les vacances chez lui, chez eux, voulais-je dire, avec leur famille. Il a suffi d'une telle déclaration. Tout le régime est devenu comme un essaim d'abeilles. Ça bourdonne de partout. On envoie les démurés, les lunatiques, les fous furieux dans les antennes pour dire que quand tu es dangereux, il a quelle arme? Jusqu'à promettre le tsunami. Voilà le tsunami là-bas à l'extrême nord. Vous n'y allez pas. Voilà la guerre au nord-ouest. Atenganji n'a que les yeux, lui-même n'a pas les mains. Il n'a jamais battu personne. Il n'a pas les pieds. Et il dit qu'il peut faire la bagarre. Il a quelle potentialité face à un homme qui a au moins réuni des centaines de milliers, voire de millions de Camerounais lors de la dernière élection présidentielle. Il croit que quand on viendra seul pour bagarrer. Et puis, c'est quoi le rouleau compresseur? Sont-ils plus puissants que l'Afrique du Sud? Le royaume de l'apartheid? N'est-ce pas Mandela a passé 27 ans en prison? Il a fini par gagner. Quel rouleau compresseur a déjà écrasé la liberté? Compaoré, ne voit-il pas comment il est parti? Ne voit-il pas comment Bouteflika est fini? N'avait-il pas de grandes armées? Ils vont écraser tout le monde. Ils se l'imaginent. Ils vont écraser Kanto. Juste parce que on le juge dangereux. Dangereux parce qu'il a organisé une dédicace de livres. C'est la première fois au monde qu'on apprend qu'une dédicace de livres, des livres de poèmes, est une tentative de déstabilisation contre un pays. On est parti le confisquer, le séquestrer dans un hôtel. Dans un pays qu'on prétend démocratique. On condamne des gens parce qu'ils ont marché. Voilà depuis le 20 septembre 2020 ou le 22 que les militants du MRC ont été arrêtés. On a demandé qu'ils soient jugés. Rien. On a tourné les avocats et les militants en bourrique. Il a suffi d'une petite sortie de Maurice Kamto pour dire qu'il veut qu'il soit libéré. Et bam, la justice militaire tombe dans le piège et le condamne immédiatement. Mesdames et messieurs, est-ce normal qu'un pays comme le Cameroun, dont la loi fondamentale, dont la Constitution reconnaît les manifestations, puisse condamner des militants qui n'avaient ni armes, ni bâton, à des peines de 5 ans de prison, 1 million d'amende, 560 000 et tout le reste, avec cependant l'obligation de faire appel dans les 160 jours, et puis il y a une contrainte de corps de 18 mois, si jamais on ne paye pas cette amende-là. Ces militants, ils n'avaient même pas d'avocat. Ils sont condamnés par le tribunal militaire, des civils, alors que le Parlement européen
vient de donner, d'apprendre à ces abrutis congénitaux du gouvernement qu'un tribunal militaire n'est pas habilité, selon les conventions, les traités signés par le Cameroun, à juger les civils. Mais les voilà. Je vais essayer de vous lire parce qu'ils méritent notre attention et parce que nous n'allons pas les oublier et parce que les méthodes d'intimidation ne peuvent pas faire que un peuple soit soumis à l'esclavage d'une oppression. Voici le verdict. Parce qu'ils sont en prison, nous allons lire leurs noms et leurs motifs. Ils passeront les vacances, que dis-je, les fêtes en prison, juste parce qu'ils ont défendu la démocratie. Cette démocratie que Paul Biya pourtant se vantait d'être celui qui l'a implanté, a donné ça comme cadeau au Cameroun. Oui, les voici. Et vous allez suivre le verdict du tribunal génocidaire liberticide de Yaoundé. Tenambou John Ngefak Cyril, déclaré coupable, condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, amende 200 000 francs, dépenses 485 300 francs, soit 42 850 francs par personne. Contrainte par corps, 18 mois. En cas de non-paiement, délai d'appel, 10 jours. Non pas les avocats. Hein. Fokou, lui, déclaré coupable, condamné à 18 mois ferme, 100 000 francs amende, 326 000 francs dépens, 18 mois de contrainte, par corps, en cas de non-paiement, décerne mandat d'incarcération, 10 jours appel. Certains Cyril, contradictoire, Senghou, Jean Gaston, par défaut, tous coupables, condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme, 200 000 francs d'amende, dépend 730 300 francs CFA, soit 465 150 francs par personne. Contrainte par corps, 18 mois, en cas de non-paiement. Délai appel ou opposition, 10 jours. Décerne mandat d'arrêt. Ndjekam Arnold, contradictoire. Nono Ndjekip Romain, contradictoire. Wapi Vignoli par défaut. Déclarés tous coupables. Condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme. Amende 200 000 francs. CFA. Dépend 613 500 francs. Contrainte par corps, 18 mois en cas de non-paiement. Décerne mandat d'arrêt ou mandat d'incarcération plutôt et d'arrêt. Délai d'appel ou opposition, 10 jours. Dibate, Kechani, Sambou Idrissou, Makon Ivan, Mangwassa Eric, après débat sous la conduite de Maître Moalal, avocat des détenus, il précise ça, qu'il y a eu un avocat. Et je vais vous dire pourquoi. Notez bien, les accusés qui comparaissent libres se sont désolidarisés du collectif d'avocats du parti, donc du MRC. On leur a dit, venez avec votre avocat, comme ça, nous, on va bien voir des choses à côté de vous. Affaire mise en délibéré, donc, pour le 14 décembre 2021, donc on ne veut pas vite les condamner là, pour pousser les autres à se désolidariser du MRC. À dire que c'est qui Kamto? C'est quoi le MRC? C'est une façon de les racheter. On met l'épée de Damoclès. Thiobo Roger, Tala Kamte Robert, Tamo Kamte Anis,
Anissé, Adamou Sali, Ndiakou Calvin, tous coupables, condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme, 200 000 francs d'amende, dépend 1 032 000 francs CFA, soit 458 100 francs par personne. Contrainte par corps, 18 mois en cas de non-paiement, 10 jours pour l'appel ou opposition. Zegan de Gaulle est acquitté de toutes les charges au bénéfice du doute. Zepan Siakam, non coupable de révolution, insurrection, mais cependant, coupable d'attroupement, et réunion et manifestation publique. Article 232, alinéa 1 et 2 du Code pénal. Condamné à 6 mois ferme, amende 200 000 francs, dépend 279 900 francs CFA, soit 479 900 francs. Contrainte par corps, 18 mois en cas de non-paiement. 10 jours, appel. Décerné mandat d'incarcération. Zefak Henri, John Théondieu Sidoine Béatrice, tous deux non coupables d'insurrection. Par contre, coupables d'attroupement, réunion et manifestation publique, article 116 du Code pénal, requalifié en tentative d'insurrection, les condamne à 12 mois d'emprisonnement ferme, 150 000 francs d'amende chacun, dépend 609 700 francs, soit 353 255 francs CFA chacun. Pounon Célestin, coupable des faits mis à sa charge, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, amende 100 000 francs, soit total à payer 303 237 francs CFA. Contrainte par corps 12 mois. Décerne mandat d'incarcération, appel 10 jours. Fomekanga Boris, non coupable d'insurrection, acquitté pour défaut de preuve. Non coupable de réunion et manifestation publique. Cependant coupable des faits prévus par l'article 232 du Code pénal. Le condamne donc à 9 mois d'emprisonnement ferme, 250 000 francs d'amende, dépend 326 400, soit total de 776 400 francs fixes. La contrainte par corps à 8 mois en cas de non-paiement. Décerné mandat d'incarcération, délai d'appel 10 jours. Je vous dis bien qu'il est non coupable d'insurrection. Il est non coupable de réunion et manifestation publique. Et on dit qu'il n'y a aucune preuve, mais on le condamne. C'est bien. Ngangego Rodrigue, Lati Joseph, Kaleko Dienodor, Numbi Dieudonné, Lontio, Téda Jean Calvin, coupable de coaction, d'insurrection, d'attroupement de réunions et manifestations publiques, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, amende 200 000 francs par personne, dépend 1 067 900 francs, soit 377 000 chacun. Contrainte par corps 12 mois. Décerne mandat d'arrêt d'incarcération et mandat d'arrêt, délai d'appel 10 jours. Précision. Fomo, condamné à 6 mois ferme. Dorgeles Ngessa, sorti en mature, et faut aussi condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Fomo, Kano, non coupable d'insurrection, coupable d'attroupement, réunion et manifestation publique, condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, 150 000 francs d'amende. Fossi, Apolla, Ngessa, Dorgeles, Sotian, Matura, tous coupables des faits incriminés, condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme, amende 300 000 francs chacun, dépend 813 100 francs. Contrainte par corps 12 mois en cas de non-paiement pour FOMO, 18 mois pour les autres. Décerne mandat d'incarcération,
Délai d'appel, 10 jours. Mesdames et messieurs, après avoir suivi ceci, vous comprenez donc que le Cameroun est en danger. Ce pays, lorsqu'il n'y a plus de justice, ou lorsque la justice est manipulée, tribaliste, ça part en couille. Les noms que vous avez suivis viennent d'une même région, l'Ouest. Je vous rappelle qu'au sud, on a cassé les boutiques. Je vous rappelle qu'au sud, on a brûlé une sous-préfecture. Je vous rappelle qu'au sud, on a manifesté à Kribi. Je vous rappelle qu'au sud, on a séquestré les ministres. Là-bas, il n'y a eu ni arrestation, ni accusation d'insurrection, ni rien du tout. Tous sont en liberté. Est-ce que demain ou après-demain, puisque je vous le dis, hier, le pouvoir était entre les mains des nordistes, si jamais ceux qui croient qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de vouloir combattre une région ou une ethnie, si jamais ça change, et lorsque nous aurons une justice qui va dire, pour avoir marché, pour aller au marché de Mokumbi, pour avoir marché, pour aller acheter des bonbons, eh bien, le juge Ngenfak inflige à M. Ngono 10 ans de prison, à M. Ateba, à M. Ongene, M. Elanga, M. Mbogo. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous direz? Lorsqu'on est en train de préparer la guerre, la haine entre les tribus, comme ce régime est en train de faire, vous qui cautionnez ça, sachez que si ce n'est pas vous, vos enfants vont le payer. Et il y a toujours le retour de la manivelle. Le pouvoir n'est jamais définitif. C'est comme au Rwanda. Une fois c'était les Tutsis, une fois c'était les Hutus, et puis Tutsis. Aujourd'hui, vous savez, lorsque on utilise la loi pour mater une frange de la population, moi je ne peux jamais être d'accord, je ne peux pas être complice et je vais le dénoncer. Parce que ces gens n'aiment pas les bêtis. Ils nous détestent. Ils savent que c'est nous qui allons récolter. Allez sur les plateaux télé, comme Meka, défendre l'indéfendable. Allez comme les Owona. Vous aurez honte dans 5 ou 10 ans. Même le régime de Mobutu est tombé. Et moi, j'ai dit à tout le peuple camerounais, on ne peut pas mettre tout un peuple ou toute une frange de la population en prison. Ils n'ont pas ces capacités. Ils n'ont même pas de moyens. C'est une façon de vous intimider. Parce qu'ils ne veulent pas que vous manifestiez, que vous revendiquiez vos droits. Ils veulent vous faire peur. C'est eux qui ont peur de vous. Quand ils vous disent qu'il faut avoir des bras et des mains, c'est le peuple, comme des essaims d'abeilles, comme des fourmis magnons, qui se lèvent et qui détruisent n'importe quel éléphant, n'importe quel lion. C'est vous
vous qui avez la force. Et cette force-là, vous l'aurez encore. Comme je l'ai dit, et je le répète, pendant la CAN, profitez-en. La communauté internationale sera là, qu'on vous poursuive dans les stades. Et ils ont peur que vous manifestiez. C'est pour ça qu'ils agissent, pour effrayer Maurice Kamto, pour vous effrayer. Comme ça, chacun va dire, non, je ne peux pas marcher. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Levez-vous ensemble, comme le peuple burkinabé, pour revendiquer la liberté. Levez-vous. Que vous ne soyez pas bamilité, que vous soyez à Oufou, que vous soyez n'importe qui, mais juste pour la justice. Et parce que vous devez vous prémunir que cela ne vous arrive pas demain. C'est pour cela que vous devez vous lever. Parce qu'il n'y a que deux tribus. La tribu des oppresseurs et la tribu des opprimés. Vous êtes des opprimés. Vous n'êtes pas de leur tribu. Vous ne défendez pas les Ekambeti ou tel ou tel. Ceux-là, ils se défendent entre eux. C'est des voleurs, c'est des mendiants, c'est des bandits. Et ils utilisent la justice et l'armée contre vous. La canne est là. Même dans les stades, ne l'oubliez pas. Je vous le dis. S'ils veulent qu'ils mettent 60 000 personnes en prison, on verra. C'est eux qui vont fuir ces prisons-là. Organisez-vous. La CAN est une belle vitrine. Ils ont voulu l'organiser. Ils l'organiseront. On verra si à Tangandji sera un stade pour arrêter chaque personne qui va crier Kamto, 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 Paul Buya, Foulokan, Paul Buya, où es-tu? On verra comment il sera dans tous les stades. Comment il va faire quitter le pays du nord-ouest, du sud-ouest. Là, il ne parvient pas à arrêter nos petits ou Fiel Marshall pour venir contrôler les stades. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est des petites méthodes d'intimidation. Si vous êtes peureux, vous allez rester à la maison. Mais si vous êtes des hommes, vous allez dire, ce régime est brinque-ballant. D'autant plus que le soi-disant président, lui-même est complètement absent. Chacun cherche à placer ses pions. Oui. C'est cependant, sachez que dans cette équipe gouvernementale qui est en train de jouer contre son propre camp, vous avez l'occasion de les pousser à ce qui marque le but. Et concernant justement le but, j'en viens à ce qui se passe à la FECAFOU, avec bien sûr cette élection qui se tient le 11. L'élection du 11 décembre 2021 nous montre encore que nous sommes dans un état voyou. État voyou dans la mesure où aujourd'hui c'est deux camps particulièrement qui s'opposent. Pas que je vais négliger Onana ou d'autres peut-être qui veulent devenir président, mais il y a deux grosses têtes. Aujourd'hui, à l'affiche, Samuel Eto'o avec Sédou Momodoya. J'en parle parce que il est de mon devoir de pouvoir attirer l'attention de certains sur certains comportements de ce régime. Hier, Samuel Eto'o était leur chouchou. Hier, Samuel Eto'o a apporté des trophées. Hier, Samuel Eto'o a bataillé pour la CAN. Mais ce que je suis en train de regarder avec ce gouvernement, c'est surtout cette façon de mettre en avant Sédou Momodoya. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans un pays normal, Sédou Momodoya n'a même pas droit de se présenter à cette élection. Parce que les statuts de la FECAFOU
l'ont démontré, ont démontré qu'il était dans le faux et dans la corruption. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que certains membres du gouvernement et autres pontes du régime sont en train de jouer, et aussi cette façon que je suis en train de voir les délégués aller s'agenouiller avant l'élection. On m'a dit que l'élection, ça se passait dans l'urne. Les 76 délégués devraient donc aller s'exprimer dans les urnes. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, une réunion organisée le 5 décembre par Sebumbo Monjoya. Il est candidat. Et en même temps, il convoque les délégués. Alors que j'ai répété ici que les statuts de la FECAFOOT, et plus précisément l'article 36 dans le point 4, dit que tout salarié de la FECAFOOT ou employé doit démissionner 3 mois avant l'élection dans un poste. C'est le moment de lui n'a pas démissionné, mais la commission éthique a validé sa candidature. Et on applaudit. Et il réunit les délégués en tant que président de la FECAFOOT pour leur intimer des ordres, prendre de l'argent dans les caisses, négocier avec eux, leur donner. Et chacun sort pour dire, oui, la Ligue du Nord-Ouest, la Ligue de l'extrême Nord, la Ligue de la Damawa, les Ligues du Centre, les Ligues de l'Ouest ont décidé d'apporter leur soutien à cette mondiale. Mais les électeurs, les délégués apportent déjà des soutiens. Mais mon Dieu, mais c'est une preuve de corruption totale. Ils font une réunion et ils sortent des communiqués. Et ils font des réunions avec un candidat, pas avec les autres candidats. Où est donc l'équité? Où est donc la justice? À partir de là, justement, quand on parle de justice, on commence donc à poser des questions à cette commission d'éthique. Comment se peut-il que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif camerounais prenne la décision, au vu des documents qui ont été présentés, de suspendre la candidature de Sebumbo Monjoya conformément aux articles 36 alinéa 1, mais que ce dernier soit toujours en course pour l'élection à la FECAFOOT. Dites-moi, la justice sert alors à quoi? Ces juges servent à quoi? Qu'on m'explique. La commission éthique devrait non seulement vider les dossiers ou les plaintes, puisque cette commission éthique avait déjà été saisie par Donald depuis août sur le dossier Momo Joya. Il ne vide pas, mais valide sa candidature. Quel est ce pays où on apprend qu'un président de la fédération est parti non seulement négocier avec un club que même si tu n'as pas les points, tu vas monter et voilà 20 millions, on va aussi te donner tel nombre, 89 millions. Les documents sont là. On saisit la commission éthique et elle prend cela, elle jette dans la poubelle. Cela veut dire que cette commission éthique a déjà pris parti. Il y aura donc quelle élection? Quelle transparence? Lorsque on sait déjà que les autres, les prédécesseurs de Sebumbo Monjoya, mais ils ont été punis par la commission éthique. Je prends par exemple Kietam, qui était le chef de protocole de Tongi Aroko. Mais ne l'a-t-on pas vu
suspendu par la commission éthique de la FECAFOOT pour 5 ans, plus une amende de 10 millions, juste parce que le rapport, l'audit, un audit d'un cabinet montrait qu'il était un peu corrompu. N'a-t-on pas vu en août 2019 Tombi Aroko, qui était président de la FECAFOOT, être interdit d'exercer une activité sportive ou Lyon Sport à vie? Mais dites-moi, le cas de Momo Diora est flagrant. J'ai demandé, qu'a-t-il fait avec l'argent de la FIFA? Mais c'est 2 milliards et demi. Qu'a-t-il fait avec les 300 millions qu'il a débloqués? Mais pourquoi est-ce que la commission éthique ne fait pas des enquêtes sur ça? Ou bien tout simplement même la plainte de Mabouan Kessa, avant même la plainte d'Eto. Mais la plainte de Mabouan Kessa est encore plus explicative. Puisque cette plainte, on voit quand même un candidat à l'élection à la FECAFOOT qui est convoqué lundi au tribunal. Et puis il ressort. Et puis il poursuit sa campagne. Et rien que ça, on devrait le mettre de côté en attendant qu'il soit déjà blanchi. Il n'est même pas blanchi. Tous les documents l'accablent. Comment est-ce possible que quelqu'un soit reconnu de faux et usage de faux par rapport à la Ligue professionnelle de football du Cameroun, où justement en septembre 2019, il avait décidé de suspendre le général Pierre Semongue. Mais il l'avait suspendu. Mais quelques temps après, il fallait bien que les décisions prises dans le comité exécutif soient validées par l'Assemblée générale. Et en octobre, le bon monsieur appelle des gens. Il appelle l'Assemblée générale. On ne parle pas de ça. Il propose tout simplement le général Semongue comme le président d'honneur de la Ligue de football professionnel du Cameroun, lequel refuse. Mais on découvre après que l'Assemblée générale de la FECAFOOT avait entériné la suspension du général Semongue. Donc il avait falsifié le rapport de l'Assemblée générale avec son directeur des affaires juridiques qui est déjà un fonctionnaire et son huissier. Donc ça c'est faux et usage de faux. L'affaire va jusqu'au TAS, le tribunal arbitral du sport, en Suisse. On le condamne. On reconnaît qu'il a fait, qu'il est un faussaire. Mais, mesdames et messieurs, la commission éthique, malgré ces condamnations, valide sa candidature. Mais attendez, la candidature de Ben Joseph Antoine, en 2015, n'avait pas été validée, juste parce qu'on disait que, oh, Ben n'a pas fourni ou ceci de la justice ou quoi, le casier judiciaire numéro 3. Alors que justement, il avait même fourni ça. On n'a pas validé sa candidature. Mais voilà quelqu'un qui est condamné, qui est poursuivi. On a des éléments de corruption. Et il est candidat. Et il continue à corrompre les délégués. Au vu de tous, au vu et au su de tous, chacun voit comment les délégués lui accordent soumission. Parce qu'il est toujours président, alors qu'il devrait démissionner. L'article 36, point 4, ou même encore l'article 46. Rien que parce qu'il a marché sur ça, on devrait l'écarter. Mais l'a-t-on écarté? Mais non. On laisse qu'il aille à l'élection. Et pourquoi? Parce que, et c'est là où j'en viens, parce qu'il faut savoir que, dans cette histoire, c'est comme si
Ils se sont déjà partagé les postes avant. C'est l'office de qui doit toujours rester à tel ou tel endroit. Le 26 février 2021, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sport, le délégué général de la Sûreté nationale, Mbakangele, il sort un message porté où il dit à tous les policiers, tous les commissaires, que le seul président valable qu'on reconnaît de la Fédération camerounaise de football, c'est Mbombo Njoya. Alors que l'élection de 2012, où il y a quand même des sénateurs comme Bida, avait créé ce qu'on pouvait appeler une FECAFOOT transitaire. Mais un délégué général sort un tel communiqué, un message fax. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque quelques temps après, on va voir quelqu'un d'autre, comme Atanganji. Atanganji, lui aussi, il va se mêler pour dire que la seule FECAFOOT, c'est celle de Bombo Njoya, un ministre de l'administration territoriale. Je ne m'en tiens qu'à ça. Et puis le voilà, il se balade avec l'office de Bia, Franck Bia. Donc c'est devenu une élection politique que, comme je suis là avec l'office de Bia, on doit l'installer. Mais non, nous ne sommes pas là pour supporter tout. Quand ça ne va pas, on botte les pieds et tout. Mais on ne peut non plus, moi particulièrement, regarder une telle grosse injustice. C'est quelle qualité d'élection ça? Quel candidat, lui, bénéficie de l'argent des caisses de la FECAFOOT? Il bénéficie des délégués de la FECAFOOT? Il bénéficie du fils de Billard? Il bénéficie du ministre de l'administration territoriale, de la protection du ministre de l'administration territoriale? Et il bénéficie du délégué général de la sûreté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est où? On est où là? Finalement, on a l'impression qu'on connaît déjà presque le résultat avant samedi. En tout cas, je reviendrai dans les dossiers noirs du samedi pour certainement encore voir de plus près ce qui va se passer. Tout comme également, nous prendrons d'autres dossiers dans cette émission qui, bien évidemment, n'est pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Nous prenons position et c'est notre mission de dire la vérité et d'éclairer l'opinion pour qu'ils sachent les enjeux. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous samedi à 18 h pour les dossiers noirs du samedi soir. Au revoir.